Complément pour le grand 3, grand A et grand B. Contamination résistante, donc un modèle séduisant, la crise des ligues en France et une réaction internationale des fronts populaires. Complément, les ligues. Les ligues sont des organisations à objectifs limités, contestant l'état des choses. Elles ne portent pas en soi un projet global et ne se présentent pas aux élections. Elles veulent influencer les hommes politiques par l'action de rue et des campagnes de presse. Les ligues de droite qui foisonnent à la fin du XIXe siècle, Ligue des patriotes, Ligue antisémite, Ligue plébiscitaire, veulent prouver l'incapacité d'une majorité des hommes de droite, souvent issus des rangs monarchistes ou bonapartistes, à accepter le foisonnement des ligues de droite à la fin du XIXe siècle apparaissent comme une réaction au ralliement d'hommes de droite à la République et marque l'opposition franche d'une marge d'héritage monarchiste ou bonapartiste au projet républicain. La participation de la droite à l'Union sacrée, son accès légal au pouvoir dans les années 20, de 1919 à 1924, puis de 1926 à 1932, semble sceller la fin des ligues. Cependant, des groupes refusent cette intégration républicaine et ne voient pas dans l'action française une alternative crédible. Ils dénoncent son conservatisme. Ces jeunes ligues dénoncent le conservatisme de l'action française jugé inefficace. Ils veulent aller plus loin dans le projet antiparlementaire, antisémite et antidémocratique. Leur modèle est très clairement l'Italie fasciste. La crise économique, les scandales politico-financiers, notamment la fameuse affaire Stavisky en 1934, renforcent l'audience de ces groupes qui cherchent leur modèle outre-Rhin ou en Italie, que ce soit dans l'idéologie, la gestuelle ou l'habillement. Ils reçoivent des fonds de grands patrons, dont Eugène Schuller, fondateur de L'Oréal, parce qu'il le vaut bien, et soutiennent les organisations terroristes comme la Cagoule. Cependant, aucun homme ne réussit à unir ces mouvements à la vie chaotique. Seuls les Croix de Feu, dirigés par le colonel de la Rocque, deviennent un mouvement de masse. La grande question, le 6 février 1934. Le 6 février 1934, plusieurs manifestations ont lieu simultanément à la suite de l'affaire Stavisky. Les ligues d'extrême droite, qui jouent un rôle très important dans l'entre-deux-guerres, notamment lorsque la gauche est au pouvoir, ce qui est le cas lors des élections législatives de 1932, forment plusieurs cortèges. Aux côtés de l'Action française et son groupe paramilitaire, les Camelots du Roi, on trouve les Jeunesses patriotes, Solidarité française, les francistes, mais aussi les associations d'anciens combattants qui donnent l'assaut contre la Chambre des députés. De la Rocque refuse le coup de force et retire ses troupes, pourtant les plus nombreuses. La police rétablit l'ordre dans la nuit, causant la mort de 22 manifestants, mais le président du Conseil, le radical Daladier, est contraint à la démission. La pression de la rue a payé, un gouvernement de centre-droit dominé par les conservateurs est formé. Les discours anticommunistes se durcissent, la gauche réagit en organisant des manifestations qui se heurtent elle aussi à la police et à des contre-manifestants ligueurs. Le 9 août, on relève 9 morts. Une grève est déclenchée le 12 février à l'appel des syndicats, mais aussi de la SFIO et de la CFIC, c'est-à-dire des socialistes et des communistes. Avec plus d'1 million de grévistes à Paris et 346 cortèges en province et en banlieue, c'est un succès pour la gauche enfin unie. Les mois qui suivent sont aussi agités, la bataille de rue est remportée par la gauche qui reprend le contrôle de l'espace public, avec de gros affrontements au quartier latin, notamment entre les ligues estudiantines. Jeunesse du Front populaire. Le parti radical, dont l'audience baisse régulièrement dans l'entre-deux-guerres, reste cependant une pièce essentielle du jeu politique. Par ses alliances, tantôt à gauche, tantôt à droite, il assure une majorité à l'un ou l'autre camp, perturbant les électeurs. Ses fortes personnalités bien ancrées localement, notamment Édouard Herriot, qui fut député-maire de Lyon,
entre 1919 et 1940, puis il le fut de 1945 à 1957. Quelle longévité politique! Alors, ces fortes personnalités, bien ancrées localement, ne peuvent empêcher son déclin. Finalement, en 1936, devant la radicalisation de la droite, qui fait les yeux doux à l'extrême droite, qui fait les yeux de chimène aux ligues, le Parti radical, sous l'impulsion de jeunes députés comme Pierre Mendès France, accepte un accord électoral avec les socialistes et les communistes. Depuis la session du Congrès de Tours, la gauche française était profondément divisée. Les communistes assimilaient les socialistes à des sociotraîtres. Ces derniers Les socialistes, eux, se méfient de la SFIC, parti révolutionnaire. Cependant, le désastre allemand pousse Moscou à abandonner sa théorie classe contre classe pour organiser les fronts populaires capables de lutter contre la menace fasciste. La SFIO et les radicaux acceptent cette main tendue car les communistes ne disposent que d'un faible potentiel électoral national et ils pensent pouvoir les manipuler. Dès l'été 1934, une plateforme électorale et les accords de désistement sont mis en place. Le 14 juillet 1935, une manifestation gigantesque regroupe dirigeants et militants socialistes, communistes et radicaux enfin unis. On assiste à l'intégration de la classe ouvrière à l'idéal républicain et à ses symboles. Drapeau, mémoire de la Révolution française, récupération de la figure de Jeanne d'Arc. Le programme se décline en 3 pans. Le programme se décline en 3 points. Pain, rupture avec la déflation, réduction du temps de travail, création d'un fonds d'indemnisation du chômage. Paix, développement d'une politique de sécurité collective via la SDN. Liberté, désarmement et dissolution des ligues, mesures pour soutenir la presse. Mai-juin 1936, le triomphe du Front populaire. Les législatives de mai sont remportées par les forces du Front populaire. En termes de voix, l'écart n'a guère évolué en faveur des forces de gauche par rapport à 1932. Cependant, la discipline de vote permet un très bon report des voix entre le premier et le deuxième tour. Si les radicaux voient inexorablement leur influence diminuer, la SFIO progresse et la SFIC double son nombre de députés. En devenant le parti le plus puissant de la coalition, la SFIO prend pour la première fois la tête du gouvernement en la personne de Léon Blum. À partir de la mi-mai, on assiste à une explosion de grèves dans le pays pour culminer à 12 142 conflits de travail, 1,8 million de grévistes à la mi-juin. Ces actions sont destinées à soutenir les projets de réforme gouvernementaux, et forcer la main au patronat. Celui-ci est affolé par le caractère insurrectionnel de ce mouvement. Les usines sont occupées, on chante l'international et les ouvriers hissent le drapeau rouge, faisant craindre à la bourgeoisie une révolution de type bolchevique. Le patronat, acculé à la négociation, accorde avec les accords de Matignon, accorde par les accords de Matignon aux syndicats la mise en place des conventions collectives, la liberté syndicale, la hausse des salaires de 7 à 15% et s'engage à ne pas sanctionner les délégués, à ne pas sanctionner les grévistes. Mais les grèves continuent et s'amplifient, la base dépasse les syndicats et les communistes qui freinent des cas de fer devant ce mouvement qui les dépasse totalement. Les députés du Front populaire nouvellement élus profitent de ce climat survolté qui laisse la droite abasourdie et terrorisée pour voter les congés payés le 11 juin, la semaine des 40 heures, le 13 juin, la nationalisation des entreprises de guerre le 17 juin, le lancement des grands travaux le 11 août. Ce programme d'inspiration keynésienne est adopté dans l'enthousiasme général et quelques semaines plus tard, on verra des trains remplis d'ouvriers se dirigeant vers les plages de l'Atlantique et de la Manche. Après ce choc, la droite développe son concept de l'anti-France pour dénoncer un gouvernement mené par des juifs, Blum, Jean Zay, et comportant 2 femmes. Une première dans l'histoire de France. Une vaste campagne de presse antisémite se déchaîne contre le leader du Front populaire, mais aussi contre les ministres accusés de trahison. Roger Salingro, accusé à tort de s'être laissé capturer pendant la Première Guerre mondiale et d'avoir eu un comportement indigne lors de sa détention, se suicide. Mais ce qui horripila la droite fut la création d'un ministère le plus la droite fut la création d'un ministère du sport et des loisirs dirigé par Léo Lagrange. Il mit en place des tarifs réduits pour les musées, expositions, bibliothèques, pour les trains et les autobus, créa les auberges de jeunesse.
Autant d'outils qui permettent aux ouvriers de s'intégrer à la culture bourgeoise et à ces espaces jusque-là réservés à la bourgeoisie. La dénonciation des salopards à casquette et du ministère de la fainéantise fera les gorges chaudes d'une large frange de la droite qui par ailleurs admire le Kraft durch Freunde d'Hitler, plutôt Hitler que Blum devient un poncif dans les salons bien cotés. Le climat en France devient délétère, les heurts violents opposent la police à des groupes paramilitaires de gauche et de droite.